Bonsoir à tous, et bien merci d'être avec nous ce soir pour cette nouvelle conférence. Donc cette conférence, bien, on est ravis de recevoir Ronald Charvet, qui est donc le directeur du département de transition écologique et climat à la ville de Paris. Et ce soir, bien, le docteur Charvet va nous parler des sols. Alors les sols, évidemment, on connaît tous l'importance des sols pour nous nourrir, la source principale de notre nourriture, mais également les sols sont extrêmement importants puisque c'est là-dessus que poussent notamment les végétaux, les arbres, ce genre de choses qui nous aident aussi pour le climat. Et puis on l'a vu avec le zéro artificialisation, c'est dur à dire ça, artificialisation, c'est mieux comme ça, net, qui a été mis en place, pas forcément partout d'ailleurs, mais qui est extrêmement d'importance, on l'a vu aussi, qui est d'une importance capitale évidemment pour sauvegarder ces sols et leur qualité. Alors on parle aussi beaucoup de la zone urbaine, comment mettre plus de verre dans nos univers ici citadins. Eh bien, pour ça, comment faire? Des potagers, des haies, des fleurs, pourquoi pas des parterres de fleurs. Et puis surtout, ça pose la question, si on veut en faire des potagers, de la qualité de nos sols est-elle suffisamment bonne pour qu'on puisse y faire pousser certaines choses, et aussi quelles sont les problématiques bien liées à ces jardins notamment et à ces potagers qu'on espère créer ici. Voilà, et bien c'est dans ce cadre que sans plus tarder, je laisserai la parole à Monsieur Charvet. Je vous remercie d'être avec nous. Merci beaucoup, bonjour à tous. Tout d'abord, merci à la Fondation FRTA pour l'invitation. Je suis heureux d'être là avec vous ce soir pour discuter et échanger de ces sujets donc, sur les sols urbains et la santé. Donc, je vais essayer de balayer un petit peu toutes les interrogations qu'on a eues sur ces sujets, les avancées, et puis aussi les points de débat qu'on aura peut-être. Donc, n'hésitez pas à certains moments à lever la main si vous avez des choses, des questions, en tout cas des interrogations ou des précisions. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc, alors tout d'abord, il y a une politique très volontariste de végétalisation au niveau des collectivités aujourd'hui. Alors c'est peut-être à différents degrés. En tout cas, il peut y avoir des spécificités peut-être à la ville de Paris, mais je pense qu'on retrouvera ce genre d'éléments dans beaucoup de collectivités. En tout cas, au niveau de la ville de Paris, on avait une végétalisation ornementale contemplative. On n'avait pas forcément, il y a 20-30 ans, accès aux espaces verts. On les regardait, on ne pouvait pas marcher dessus. Et puis, on a basculé tout d'un coup vers de la végétalisation récréative. Donc tout d'un coup, les pelouses, il a fallu qu'elles soient accessibles, ouvertes sur des périodes très très longues, voire des ouvertures 24/24. Donc il y a eu vraiment, pour redonner en fait accès à ces espaces à la population, la mise en place de potagers, de jardins partagés, j'en reparlerai tout à l'heure. Il y a une politique très volontariste il y a à peu près 20 ans, où là, c'est monté crescendo. La mise en place de vergers, notamment dans les écoles, des programmes qui ont été lancés, des forêts urbaines qui sont en cours de réalisation. Alors, forêts urbaines à l'échelle de la ville, c'est des forêts certainement modestes à l'aune de certaines forêts, mais voilà, on les appelle forêts urbaines. Et puis, on a aussi mis en place de la végétation participative, avec des permis de végétaliser qu'on retrouve, qui permet de végétaliser l'espace public. Donc on retrouve ça dans certaines collectivités. Le développement aussi de l'agriculture urbaine professionnelle à travers un programme qui s'appelle les pariculteurs. Donc on a mis ça en place pour que les gens puissent avoir une activité professionnelle sur cette thématique. Et puis vraiment ce qui s'impose maintenant très fortement, c'est la désimperméabilisation et la végétalisation dans les écoles. Vous en aurez peut-être entendu parler à travers la mise en place des cours oasis. Donc vous avez des exemples ici, en haut à droite, d'une cour oasis. Donc vous voyez que vraiment il y a une infiltration possible de l'eau et puis d'une végétalisation. Donc ça nous change un petit peu des cours bitumés. Alors je vous ai sorti un exemple assez emblématique, je trouve, qui justement est le cas de la forêt urbaine. Donc vous avez en haut la place de la Catalogne, pour ceux qui connaissent. Et en fait, cette place de la Catalogne, elle vient d'être transformée en forêt urbaine. Alors en bas, vous avez non pas une photo actuelle, mais les arbres ont été plantés, la terre a été mise et ça a été totalement désimperméabilisé.
Donc vous voyez que c'est 470 arbres qui ont été plantés, avec des sujets qui peuvent être assez grands. Il y a même une clairière donc, qui a été mise en place. Et vous voyez que donc, ça change complètement le paysage parisien, hein, donc avec des indices de canopée finalement très importantes pour avoir de l'ombre. Et puis voilà, 50% d'espaces de forêt qui ont été mis en défense. Il y a aussi donc, des surfaces perméables, ce qui permet que 54% des eaux de pluie sont gérées à travers des noues qui sont sur ce site. Donc ça permet que finalement ces eaux de pluie ne sont pas rejetées au réseau et donc peuvent être gérées quasiment sur place. Et puis ça permet aussi la réduction de l'effet de l'îlot de chaleur. Donc on estime que c'est un abaissement de la température de 4 degrés quand elle sera vraiment totalement finalisée. Donc là, c'est assez emblématique finalement de la transformation des collectivités, des villes, à travers la végétalisation. Donc je parlais d'objectifs ambitieux, donc c'est à l'échelle de la mandature actuelle. Au niveau de la ville de Paris, c'est 30 hectares de nouveaux espaces verts, 100 hectares d'espaces publics à végétaliser, 170 000 nouveaux arbres, et puis des ajouts de 30 hectares de toitures et murs à végétaliser, comme je vous le disais, des vergers et des potagers dans les écoles, et des nouveaux jardins partagés. Donc c'est très ambitieux, mais vraiment la dynamique, elle est déjà très, très, très bien enclenchée. Et puis, comme je vous disais avec les pariculteurs, c'est aussi un soutien à l'agriculture, donc l'agriculture urbaine, non seulement sur le périmètre de la ville, mais aussi en dehors de la ville, en périurbain et en rural, pour vraiment favoriser les circuits courts et une alimentation durable. Donc on voit bien qu'il ne faut pas rester sur l'aspect agriculteur urbain, et qu'il faut vraiment faire un pont avec l'agriculture, on va dire, traditionnelle, et qu'il faut faire des efforts sur ça. Donc l'intérêt de végétaliser la ville, je vais balayer les différents éléments, et puis on rentrera après dans le détail. Donc bien sûr, l'intérêt de végétaliser, c'est la notion de paysage et de bien-être. Comme vous l'avez vu, je pense que la place de la Catalogne, ça a l'air plutôt assez agréable. Je pense que ce sera agréable à vivre. On voit bien que mettre de la terre et végétaliser, ça ne peut être quelque part que profitable à la biodiversité. On a aussi la notion de stockage de carbone, même si sur des collectivités comme Paris, on est quand même sur des surfaces qui sont quand même plutôt réduites par rapport à d'autres collectivités. Pour autant, il peut y avoir du stockage de carbone et c'est une bonne chose. L'infiltration des eaux, ça c'est une thématique qui est très très importante parce que tout ce qui va s'infiltrer, c'est quelque chose qui ne va pas partir au réseau. Et c'est donc ça va permettre de ne pas polluer finalement et d'avoir des rejets par exemple en Seine. Donc il y a vraiment un zonage pluvial qui a été mis en place. Et donc la végétalisation et la terre permet de gérer ces eaux. Donc en termes d'inondation, en termes d'assainissement finalement. Et puis cette végétalisation, elle permet de lutter contre les îlots de chaleur. Il y a vraiment des gros écarts de température dans Paris intramuros, c'est certainement le centre de nombreuses collectivités. Donc la végétalisation permet d'abaisser nettement les températures avec les canicules qu'on a pu avoir et qu'on aura sûrement. Et puis on voit bien que la végétalisation à travers des jardins partagés, à travers des espaces verts, c'est aussi du lien social où les gens vont pouvoir partager des moments de convivialité ou des activités. Alors, c'est plutôt marginal à Paris, et pour autant, il y a une dynamique, mais l'alimentation, il est clair que ce n'est pas l'agriculture urbaine qui va nourrir Paris. Donc, on voit bien que c'est plus à une échelle de pédagogie, une échelle d'initiative, mais on ne se fait pas d'illusions sur le fait que le circuit court, il ne se fera pas à l'échelle de Paris, il va se faire à une échelle peut-être plus proche, mais voilà, ça a quand même ses limites. Et puis, une amélioration du bien-être dans les écoles. Les cours Oasis, on s'est rendu compte qu'effectivement, les enfants étaient plus apaisés, qu'il y avait vraiment une ambiance vraiment plus sympathique, et que pour le bien-être des enfants, il se passait vraiment quelque chose. Donc je vous ai remis tous ces éléments-là dans la petite diapo verte, où on voit que ça peut concerner le climat, l'assainissement, la santé, l'environnement, le social, avec des bénéfices qui sont certains dans chaque compartiment. Mais ce serait beaucoup trop simple d'en rester là. On a eu quand même... Oui. La trame brune, en fait, c'est qu'on a la trame bleue, on a la trame bleue, on a la trame verte avec la végétalisation, la trame bleue
avec les eaux. Et en fait, la trame brune, c'est les continuités écologiques des terres, justement. Et donc l'idée, c'est de ramener suffisamment de terre pour avoir une espèce de continuité écologique et que les espèces puissent se déplacer. Donc voilà, c'est la même idée. Donc ça peut paraître très compliqué comme ça, mais je vais rentrer tout doucement dans le détail. Donc vous retrouvez au milieu les éléments donc, de mise en place de terre, de végétalisation et de culture. Les secteurs qui sont impactés, éventuellement l'assainissement, le climat, la biodiversité, le social, la santé, l'environnement. Qu'est-ce qui contribue, le cran d'après, c'est qu'est-ce qui contribue à permettre on va dire ces avantages. Donc, mais on voit que j'ai rajouté deux autres pendants qui montrent que c'est pas si simple en fait et que ces différents usages, ils peuvent venir lutter et qui peuvent aussi amener des difficultés. Donc par exemple, si on prend l'assainissement, bon, on va infiltrer les eaux de pluie, très bien. Sauf que infiltrer les eaux de pluie, ça peut éventuellement amener de la contamination des sols par les eaux de ruissellement. Et puis, nos collègues des espaces verts, en termes de difficultés, peuvent avoir des difficultés de gestion. On va faire des nœuds, ça peut avoir des difficultés, ça va rendre des zones inaccessibles au public, ça va nécessiter une végétation adaptées, parce que ces noues, elles vont tout d'un coup être dans l'eau, puis après ne plus avoir d'eau, donc il faut repenser tout ça. Et puis il faut aménager aussi pour limiter les pollutions, parce que si on ramène des eaux de ruissellement, on va commencer à contaminer les sols. Donc il faut arriver à les canaliser, à faire en sorte que ce ne soit pas tout l'espace qui soit impacté. Donc c'est un premier exemple de... Ça paraissait facile, et en fait derrière, c'est pas si simple que ça. Et puis si on prend par exemple aussi... le social, à droite, on voit que c'est plutôt des choses assez intéressantes parce que ça va générer du participatif, les gens vont se réapproprier la ville, ça va créer du lien social, sauf que le pendant, c'est que ça va aussi générer ponctuellement des conflits d'usage. Donc est-ce que les gens auraient préféré un espace vert, alors qu'on est en déficit de mètres carrés d'espace vert par habitant, donc il y a des gens qui auraient préféré avoir un jardin partagé. Sauf qu'un jardin partagé, c'est potentiellement une privatisation de l'espace public pour une certaine partie de la population. Donc on voit que ce n'est pas non plus si simple que ça, finalement, de végétaliser et de créer des usages à ces occasions. Donc il faut revoir quelles sont les attentes des usagers. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les gens, quand ils vont être sur ces espaces ? Donc connaître la connaissance des pratiques. Est-ce qu'ils vont, j'en reparlerai tout à l'heure, du compost, est-ce qu'ils vont avoir les bonnes pratiques sur ces espaces ? Donc voilà, encore un exemple après sur la biodiversité par exemple. Donc on se dit que ramener des terres végétalisées ou cultivées, ça va être bon pour la biodiversité. Donc ça va faire de la trame brune, comme on en parlait. La biodiversité est censée donc se réinstaller. Et puis le problème, c'est qu'avec tous les usages qu'on a vus, la multiplicité d'usages, on n'est pas vraiment sûr que ça va être très positif pour la biodiversité. Si on fait du jardin partagé, qu'on cultive, ou qu'on a des activités récréatives, de loisirs, la place de la biodiversité, c'est pas si simple que ça en fait. Donc on peut aussi se réinterroger sur quel usage pour favoriser la biodiversité. Et la biodiversité, elle ne sera pas pleine sur tous les usages dont on va parler. Donc il faut par moment faire des restrictions d'usage pour avoir un gain de biodiversité. Ça veut dire, quelque part, sanctuariser des espaces. Donc je vous parlerai un petit peu après, finalement, de toute la partie santé-environnement, puisque c'est celle-là qui nous intéresse aujourd'hui. Donc lorsqu'on va mettre en place des espaces verts, finalement, donc, il va y avoir un changement d'usage où on va créer un nouvel aménagement. Donc il a fallu travailler sur plusieurs aspects, notamment la qualité sanitaire des sols, donc, pour que ce soit compatible. On végétalise, donc il faut aussi travailler sur la qualité agronomique des sols. Et puis comme on vient d'en parler, si on veut qu'il y ait de la biodiversité, il faut aussi travailler sur la qualité des sols, pour que ce soit adapté à la biodiversité, on en reparlera, mais mettre beaucoup de matière organique pour végétaliser et avoir éventuellement des potagers et avoir une production de végétaux, ça nous paraît être une bonne idée. Et puis, mais s'il y a trop de matière organique, on s'aperçoit que toute la biodiversité ne va pas forcément être très contente. En fait, on va perdre de la biodiversité potentiellement si on nivelle la qualité des sols. Mais j'y reviendrai. Et puis, la plupart du temps, il faut ramener des terres. Et donc,
il y a un gros sujet qui est quelles terres on ramène finalement. Est-ce qu'on ramène des terres agricoles? Est-ce qu'on fait des substrats fertiles à partir de terres qui auraient pu aller en installation de stockage de déchets? Est-ce qu'on fait donc des technosols? Quelle est la qualité de ces terres? Est-ce que les terres qu'on va rapporter, est-ce qu'elles vont être compatibles avec tout ce qu'on veut faire? Et surtout, est-ce qu'on en a une bonne traçabilité? Et ça, c'est un sujet aujourd'hui qui nous est imposé par la réglementation, mais que toutes les collectivités sont en difficulté de mettre en place. Donc il faut qu'on travaille là-dessus. Donc c'est encore un élément de complexité lorsqu'on veut végétaliser. Alors, je vous ai remis ici un petit exemple de ce qu'on rencontre sur les sols parisiens, où on a une très grosse diversité de sols, entre à gauche les espaces verts et jardins, où on a des sols qu'on pourrait appeler des sols pseudo-naturels, où on a eu peu d'impact de l'anthropisation, donc peu d'impact des activités humaines. Après, on voit qu'on a, nous, beaucoup de sols qui ont été remblayés, donc vous voyez, ils sont déjà un petit peu moins jolis. Et puis on passe à des sols de friche, où là on a des pollutions. Là, clairement, ça devient compliqué. Puis on a des sols qui sont scellés, où là, il se passe rien. Donc il faut faire avec, donc il va falloir ou transformer, ou escaver. Et en tout cas, la végétalisation, elle vient pas de soi dans les sols qu'on rencontre dans les centres urbains, périurbains. Alors le souci qui est arrivé, c'est que finalement, une politique volontariste de végétalisation, c'était bien, sauf qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on avait une méconnaissance de la qualité des sols. Si vous voyez des cartes à l'échelle nationale des polluants, par exemple, ou de la qualité agronomique, bah, les centres urbains, ils sont en gris. On ne sait pas du tout ce que ça contient. Donc on a eu la difficulté de voir qu'on avait vraiment une méconnaissance de nos terres. Et puis, dans le milieu urbain, périurbain, on sait bien qu'on avait une pollution qui pouvait être localisée suite aux activités qu'on a pu recenser. Donc, vous pouvez avoir une très forte pollution localisée. Vous pouvez aussi avoir des pollutions diffuses. Donc, on a eu récemment la mauvaise surprise. L'Agence régionale de santé Île-de-France a fait des analyses de sol sur les dioxines et dans les œufs des poules. Et on s'est rendu compte que finalement, on avait une pollution diffuse en dioxine suffisamment importante pour qu'on ait des dépassements de seuil dans les œufs des poulaillers non professionnels. La recommandation de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, c'est maintenant d'éviter de consommer finalement les œufs des poulaillers non professionnels dans la partie vraiment urbaine, périurbaine. Donc on avance comme ça, et plus on avance, plus on se rend compte qu'il va falloir regarder tout ça de plus près. Et puis on a vu que si on végétalise un apport de terre, il faut que la terre elle soit de qualité. Donc on avait des terres qui arrivaient qui n'étaient pas de qualité maîtrisée. On ne savait pas quelle était la qualité de ces terres et des fois d'où elles venaient. Donc voilà, je vous ai remis un petit peu dans l'encadré les sources, que ce soit la proximité d'industrie, d'axes routiers, l'utilisation de produits phytosanitaires, des sources de contamination comme le chauffage, le passé des villes. On a changé les sols, on les a remaniés, on les a déplacés. L'épandage aussi, l'amendement, a contribué à contaminer les sols en place. Est-ce qu'à ce stade, vous avez peut-être des questions? Ouais. Oui, avec les crues. Ouais. Si ça a contaminé? Alors, on a fait des analyses à la suite effectivement de crues, de débordements, et en fait ça n'a pas été très significatif, parce qu'en fait on a déjà un fond de pollution qui est déjà suffisamment important pour qu'on ne voit pas forcément l'impact de crues par exemple. Mais effectivement, ça doit potentiellement contribuer. Donc là, c'est le cas vraiment typique parisien, où en fait on avait tous les espaces verts, toutes les terres qui sont au niveau de Paris sont des terres d'apport. En fait, il y a eu tellement de remblais. Dès qu'on a de la terre qui est utilisée pour de la végétalisation, c'est qu'on l'a ramenée à un moment ou à un autre. Donc en fait, on s'est rendu compte que l'origine de ces terres, elles ont été à une époque maraîchère, et depuis les années 50, on ramène de la terre agricole. Donc vous avez ici une photo qui montre qu'à gauche, vous avez les terres, ce que j'ai appelé terres anciennes, ce qui étaient les terres maraîchères, qui sont
plutôt chargées en matière organique, et puis les terres plutôt récentes qu'on apporte aujourd'hui, qui sont des terres agricoles, et qui sont globalement de meilleure qualité en termes de pollution. Pardon, vous avez une question? C'est pas que c'est une meilleure pollution, c'est qu'il y en a moins en fait que dans les terres maraîchères. Mais je vais y revenir. Les terres maraîchères, elles sont plutôt très impactées en pollution. Et ça s'explique par le fait que je vous ai montré ici l'implantation des maraîchers parisiens de 1859 à 1959. Donc en 1859, on avait du maraîchage dans Paris intramuros. Et puis donc il y a eu de plus en plus de maraîchers, on le voit, hein, jusqu'en 1882, dans la périphérie et puis dans le sud-ouest de Paris. Ça a continué d'augmenter, là vous voyez en 1912, 2456 maraîchers. Et puis au fur et à mesure, finalement les maraîchers ont commencé à sortir de Paris. Alors ils partaient parfois avec leurs terres, hein. Ils emmenaient leurs terres qu'ils avaient amendées, ils en étaient très contents, donc ils partaient avec, et ils se réinstallaient un petit peu plus loin, en périphérie de Paris. Et puis on les avait, il y en a eu de moins en moins jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus quasiment dans Paris intramuros. Sauf qu'après, ce qui s'est passé, c'est que quand ils étaient hors de Paris, ils amenaient leur production et ils repartaient, on les obligeait à repartir avec les gadous et nos déchets, ce qui amendait leurs terres. Donc ça, c'était plutôt... comme c'était très chargé en matière organique, ça faisait des belles productions, donc, et puis ils étaient contraints de faire ça. Sauf qu'ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'au fur et à mesure qu'ils partaient, on a aménagé nos espaces verts en reprenant ces terres maraîchères. Parce que les maraîchers disparaissaient, on récupérait ces terres maraîchères. Et donc les terres maraîchères, jusque dans les années 50 qu'on a récupérées, finalement, elles étaient très impactées en polluants, parce que justement, on les avait chargées avec tous nos gadous et nos déchets. Donc c'est pour ça qu'on s'est rendu compte que les espaces verts, par exemple, qui ont été aménagés avant les années 50, c'était beaucoup plus impacté que ceux qu'on a aménagés après, avec de la terre agricole, parce qu'on n'avait plus de terre maraîchère de disponible. Et donc on a fini par analyser l'ensemble de nos espaces verts et l'ensemble de nos jardins partagés pour vraiment avoir une cartographie de cette pollution. Et donc sans rentrer dans le détail plus que ça, vous pouvez voir qu'en fait, les points rouges correspondent en fait aux valeurs de fond des terres agricoles d'Île-de-France, alors que les barres bleues correspondent au bruit de fond de nos espaces verts. Donc quand je dis bruit de fond, c'est-à-dire les teneurs qu'on pourrait s'attendre à retrouver classiquement dans les espaces verts parisiens. Donc selon les métaux, par exemple, eh bien, parfois on est au-dessus des terres agricoles d'Île-de-France et parfois on est en dessous. Et ce qui nous embête le plus, c'est par exemple le plomb, où on voit qu'on est jusqu'à 3 fois, voire plus, hein, là c'est vraiment 3 fois plus chargé que les terres agricoles d'Île-de-France. Et donc le plomb, c'est un polluant qui nous pose pas mal de problèmes. Donc une chose est sûre, en milieu maintenant, nous au niveau milieu urbain, on est beaucoup plus impacté sur ces molécules-là que des terres agricoles. Donc par rapport à nos usages, par exemple, de culture, ça a commencé à nous poser des questions de savoir est-ce que c'était une bonne idée de cultiver sur des terres qui pouvaient être jusqu'à 3, 4, 5, 10 fois plus impactées que des terres agricoles d'Île-de-France. Donc, si je continue, ce qui est donc important de voir, c'est on s'est interrogé sur les héritages et la trajectoire de nos sols, hein, sachant qu'on avait une connaissance partielle des sols. Donc globalement, on a sous-estimé l'impact des activités antérieures de nos sols. On avait un manque de sollicitation en recherche historique et de diagnostic de ces sols, donc il a fallu rattraper ce manque. Et puis la question des références à des périodes antérieures supposées meilleures, donc supposées plus naturelles. Donc on se disait que plus les terres étaient anciennes, finalement meilleures elles allaient être. Et on s'aperçoit que c'est l'inverse, parce qu'il y a eu des activités qui étaient plus polluantes. Et donc les questions qui se posent pour évaluer la compatibilité des sols avec les usages, c'est jusqu'où remonter dans le temps, finalement, pour savoir s'il y a eu des activités, jusqu'à quand je remonte pour découvrir quelles sont les activités qui étaient sur ces sols. On avait aussi le problème de définir quels étaient les états de référence dont on disposait, parce qu'une fois qu'on a défini qu'il y avait une pollution, est-ce que cette pollution elle est équivalente à ce qu'on va trouver ailleurs, dans les terres agricoles d'Île-de-France, ou est-ce que c'est plus, est-ce que c'est moins? Est-ce que c'est grave si c'est plus?
Donc il a fallu travailler sur ça, sur les états de référence. Et puis il faut bien se dire qu'effectivement on avait une absence de valeur réglementaire en fait en française pour statuer sur la compatibilité du sol. Aujourd'hui on n'a pas de valeur réglementaire comme on peut avoir sur l'eau ou sur l'air. Un sol, on n'a pas de valeur qui nous dit oui vous pouvez faire du potager, oui vous pouvez faire du récréatif, oui vous pouvez, c'est une terre polluée, pas polluée. Aujourd'hui les sols sont évalués par rapport à l'usage qu'on veut bien en faire. Donc on regarde quel usage. Donc effectivement, si c'est une terre qui est sous un parking, elle peut être très polluée. C'est pas très grave, elle est sous le parking. Donc on va la laisser. Mais par contre, pour ces nouveaux usages urbains, eh ben, on n'avait pas de valeur réglementaire pour estimer si c'était une bonne idée de faire cet usage ou pas. Et puis l'importance de l'histoire de la ville par rapport à la gamme de polluants à rechercher. Là, je vous ai montré les polluants métalliques, mais finalement, selon l'usage qu'il y a eu sur ces parcelles, on peut avoir une très large gamme de polluants qu'on ne va pas forcément être en capacité d'aller analyser. En tout cas, le fait de retracer l'histoire de la ville, ça nous permet d'appréhender l'étendue quand même de la gamme de polluants. Mais ça peut être très coûteux et on ne saura pas forcément d'ailleurs comment interpréter certains polluants, en tout cas leur quantité. Donc là, je vous ai remis un petit historique sur un site donc, qui était à Dijon pour vous montrer que ça peut être important de retracer les trajectoires des sols, mais sur un temps long. Et parfois, on s'arrête très vite ou on n'a pas les données. Mais en tout cas, là, sur l'exemple présent, l'idée, c'était de faire un projet d'écoquartier et une ferme urbaine. Et on voit que si on s'était arrêté au 19e siècle, on voyait que c'était occupé par des jardins et puis des caves d'habitation. On aurait pu se dire que finalement, il n'y avait pas spécialement de problème, puisque on va dire que c'était quasiment potentiellement les mêmes usages. Et puis des fouilles archéologiques qui ont été réalisées en amont ont montré que finalement, auparavant, il y avait eu un usage médiéval qui était un hôpital avec découverte d'un cimetière avec des fosses de catastrophes, épidémies. Donc là, on peut commencer à se dire qu'il y avait quand même peut-être un petit peu plus que ce qu'on aurait pensé, y compris des pathogènes, y compris des produits indésirables pour ce genre d'usage. Donc ça pose la question de comment on fait pour travailler avec les historiens, et il faut retravailler peut-être sur un temps plus long. Est-ce que vous avez une petite question à cette étape, avant que je parle un petit peu des voies d'exposition? Oui. C'est un petit peu surprenant d'entendre que les terres avant 1950 étaient plus polluées, puisque dans l'usage quotidien de la population, il y avait moins de produits chimiques et autres. Donc, est-ce que c'est lié plus à l'industrie? Là, vous parliez des gadous, mais les gadous, c'est les fosses septiques, c'est tout ça. Là, c'est vrai que la contamination que nous, on a vraiment identifiée, c'est vraiment les métaux. Et c'est vrai que les métaux, on les a utilisés vraiment depuis très très longtemps, ne serait-ce que pour la couverture des bâtiments, vraiment le côté ruissellement. Effectivement, et c'était une diversité avec les ateliers. Par exemple, à Paris, avec les chapeliers, le mercure, l'utilisation du mercure pour feutrer les chapeaux. Enfin, on sait qu'il y a une quantité assez importante, on retrouve beaucoup de mercure. Le plomb, il a été utilisé dans un certain nombre d'usages de conservation des vins, etc. Donc, on sait que tous ces usages sur ces siècles qu'on a retrouvés dans ces gadous et qu'on a remis finalement sur ces terres, ça a fini par les charger, comme on a fait finalement sur les zones de Pierrelet ou d'Achères où on y a mis nos eaux résiduaires, nos eaux usées. On voit aujourd'hui que ces plaines-là, elles ne sont pas compatibles avec du potager, en fait, enfin avec de l'agriculture. Donc en fait, on est dans cette même logique. Voilà, donc pour compléter, on pourrait se dire les terres sont plus ou moins polluées. Et alors, finalement, est-ce que ça nous pose un problème que les terres soient polluées? Et on voit que le fait qu'elles soient polluées, il y a différentes voies d'exposition auxquelles on peut être confronté. Donc on voit que les sols, ils peuvent avoir un impact directement sur l'ingestion directe des enfants. Et c'est là une des voies qui nous préoccupe le plus, qui est que les enfants de moins de 7 ans jouent très facilement avec le sol et avec des quantités très, très faibles. Ils font ce qu'on appelle le porter-main-bouche et ils ingèrent de la terre et ils ingèrent donc du coup ces polluants. Et sans qu'ils en consomment entre guillemets beaucoup,
eh ben, on peut avoir des impacts sanitaires chez les enfants. Alors après, il y a d'autres voies d'exposition, hein, via l'ingestion, via l'alimentation animale, et on en arrive à l'alimentation végétale, puisqu'on veut faire éventuellement des potagers ou de l'agriculture urbaine. Donc les sols, ils peuvent contaminer par transfert dans les végétaux, et ça, on l'a vérifié que, par exemple, les métaux, ils transféraient dans les végétaux, puisqu'on se sert même de certains végétaux pour imaginer dépolluer à travers la phytoextraction. Donc on a fait des études et on voit qu'au niveau des seuils qu'on retrouve au niveau de l'urbain, on voit qu'on peut dépasser dans certains légumes les seuils réglementaires. Donc on n'est pas dans quelque chose d'abstrait, on sait que ça dépasse les seuils réglementaires de commercialisation. Ça peut effectivement aussi après avoir des impacts sur l'eau et puis avoir des impacts sur l'air à travers l'inhalation de gaz, de vapeur et de poussière. Donc ça, c'est plus à travers les bâtiments, parce qu'effectivement, s'il y a des gaz du sol qui passent à travers les dalles des bâtiments, on va se retrouver dans des environnements confinés. Et là, ça peut commencer à être problématique d'avoir des composés organiques qui vont se confiner dans l'air des bâtiments. C'est un petit peu moins problématique en extérieur, parce que ça va être beaucoup plus dilué. Mais voilà, nous, ça fait partie des voies d'exposition auxquelles il faut penser. Donc, juste un petit rappel pour la suite. Hein. S'il y a un risque, c'est parce qu'on a la concomitance de 3 aspects. La présence d'un polluant, la présence d'une voie d'exposition, l'ingestion, le contact cutané ou l'inhalation, et puis qu'il y a une personne susceptible d'être exposée. Donc ce sur quoi on travaille, c'est on essaye de retirer le polluant. Si on ne peut pas, on essaie de couper la voie de transfert. Et si on ne peut pas, à ce moment-là, on fait de la restriction d'usage. Et à ce moment-là, on fait en sorte que les personnes ne soient pas exposées. Donc il y a des restrictions. Donc je vous parlais des 3 voies d'exposition, donc l'ingestion de sol, donc l'inhalation de poussière pour les usages récréatifs et ornementaux. Donc dès qu'il va y avoir des enfants, il y a la possibilité d'avoir des ingestions de sol. Donc il y a le Haut Conseil de santé publique qui depuis 2014 a commencé à mettre des valeurs qui sont acceptables ou pas pour la présence de jeunes enfants au regard du plomb sur ces espaces verts par exemple. Et puis, on a l'ingestion de végétaux contaminés. Donc, c'est ce dont on a parlé. C'est qu'il n'y a que 2 polluants métalliques, le plomb et le cadmium, qui sont réglementés dans les végétaux. Pour autant, ça reste une voie de transfert. L'alimentation est quand même une voie très sensible par rapport à la toxicité. Et puis, donc, l'inhalation de composés volatiles, comme on l'a dit. Et on voit apparaître, je vous l'ai mis à droite là, mais en 2022, on voit apparaître de plus en plus de valeurs repères pour des contaminants des sols pollués. Donc là, par exemple, l'arsenic, mais il est sorti la même chose sur le cadmium et sur le mercure. Donc on était parti il y a 10 ans avec rien, et puis finalement, on se retrouve maintenant avec des éléments qui arrivent et qui nous donnent quand même maintenant des repères sur à partir de quand ça va plus être une très bonne idée, ou en tout cas qu'il va falloir examiner ça de plus près par rapport au développement de ces usages. Donc là, je vous ai juste remis, c'est une question qui est parfois posée par rapport au plomb. Vous voyez que ça, c'est les taux de plombémie, mais à des taux de plombémie qui ne sont pas forcément très élevés. L'impact sur les jeunes enfants, c'est des problèmes de croissance, d'audition, des baisses de QI, des toxicités neurologiques. Donc c'est quelque chose où il y a un plan d'action contre le plomb qui est lancé à la ville de Paris pour justement diminuer toute cette surexposition. Je suis encore dans les temps, c'est bon. Donc, pour répondre à ces problématiques où on était un petit peu démunis il y a une dizaine d'années, on a mis en place un groupe de travail interdisciplinaire pour justement travailler sur ces seuils, mais pas seulement. J'insiste sur le côté interdisciplinaire où ma collègue Elisabeth Rémy, copilote et qui est sociologue, on voit que c'est pas qu'une question de science et d'analyse, que derrière il faut travailler sur les pratiques des gens. Est-ce que les gens consomment sur place? Il y a de nombreuses enquêtes qui ont été réalisées pour est-ce que les gens vont qu'est-ce qu'ils attendent des jardins partagés? Est-ce qu'ils consomment? Est-ce qu'ils sont là pour consommer? Qu'est-ce qu'ils consomment? Est-ce qu'ils viennent avec leurs enfants? Est-ce qu'ils donnent leurs produits à l'extérieur? Il fallait comprendre ce que les gens faisaient sur ces espaces et à quoi du coup ils étaient exposés. Donc il a fallu travailler avec tout un groupe de chercheurs, de collectivités pour essayer d'embrasser l'ensemble de ces sujets et avoir quelque chose de robuste. Donc ça a permis de commencer à éditer
des guides justement pour que les collectivités se posent la question des points de vigilance lorsqu'ils allaient aménager ces espaces. Et on a abouti il y a 2 ans, dans le cadre du plan régional santé-environnement d'Île-de-France, à travailler avec l'Agence régionale de santé pour un guide donc, que je vous avais mis là-bas, mais il est téléchargeable gratuitement en ligne, pour aménager un jardin collectif. Et donc en fait, ce guide, c'était pour répondre aux collectivités qui avaient peut-être des velléités de faire des analyses, mais qui n'auraient pas forcément su comment les interpréter. Et puis, est-ce qu'ils avaient juste fait les bonnes analyses et est-ce qu'ils les interprétaient bien? Donc ce guide, c'est une première brique qui permet de voir les différentes étapes qu'il est conseillé de faire lorsqu'on veut aménager un jardin collectif, c'est-à-dire regarder l'historique du site pour un petit peu comprendre est-ce que c'est un site qui est problématique ou pas. Et ce guide, il définit quelque chose de très simple. Il dit si vous trouvez quelque chose au niveau de l'historique qui semble problématique par rapport à une ancienne activité potentiellement polluante, à ce moment-là, vous basculez quelque part dans autre chose, vous basculez dans la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués. C'est-à-dire que là, il faut regarder avec un bureau d'études spécialisé quelles étaient ces activités, quels sont les polluants qui ont pu être générés. Et là, il faut passer dans quelque chose de, on va dire, d'encadré. Alors que si vous n'avez pas, à l'issue de cet historique de ce site, vous n'avez pas de choses de suspicion particulière, vous pouvez basculer dans des analyses de sol, on va dire, assez classiques, pour vérifier, notamment avec les métaux, que vous n'avez pas d'incompatibilité de cet usage. Vous passez ensuite dans l'interprétation des résultats, à travers des valeurs repères qui ont été introduites. Et puis après, là, en fonction de ce que vous trouvez en termes d'interprétation de résultats, eh ben, la possibilité d'adapter le projet. Et là, on insiste beaucoup là-dessus, c'est que finalement, si le projet ne peut pas se faire ou ne peut pas se faire partout, ce n'est pas forcément très grave, mais il y a la possibilité de trouver des solutions pour que les gens continuent de rester sur les sites, ou en tout cas d'avoir une multiplicité d'usages qui soient compatibles. Mais au moins, on en est sûr. Donc là, je vous ai remis, quand on parlait d'études historiques, voilà, la ville de Paris a fait un grand espace vert à l'emplacement d'une ancienne usine à gaz. Donc quand vous voyez les photos de l'activité avec les gazomètres, avec le chantier de la gare de la Chapelle, etc., bon, là, on se doute tout de suite qu'on va avoir des terrains très impactés et qu'il va falloir regarder ça de très près. Et donc, on n'est plus du tout dans le guide de l'Agence régionale de santé qui permet de regarder rapidement. Mais voilà, c'était pour que vous soyez quand même sensibilisés à ce qui a pu y avoir 100 ans plus tôt. Alors là c'est pour insister sur un point. Lorsqu'on s'est dit qu'on allait aménager ces espaces, ça sous-entend que c'est une collectivité qui met à disposition d'un public des espaces pour des usages qui ont été définis. Et finalement, il s'est posé la question de la responsabilité de ces collectivités. Et donc on s'est rapproché d'un professeur agrégé de droit public, Philippe Billet, donc à l'Université de Lyon, pour savoir finalement quelle devait être notre démarche ou notre positionnement pour finalement s'assurer que juridiquement les collectivités n'allaient pas être en difficulté. Et donc on a des responsables, on voyait qu'il y avait l'émergence de chargés de mission. En fait, il y a des chargés de mission qui arrivaient pour développer par exemple l'agriculture urbaine avec des profils très variés qui n'avaient pas forcément les compétences et qui pouvaient peut-être passer à côté de ces aspects de santé. Et donc après, potentiellement, mettre en difficulté la collectivité si on n'avait pas fait les bonnes analyses, par exemple. Et puis, on avait des attitudes aussi par rapport à la communication. On a certaines collectivités qui étaient totalement transparentes, en disant moi j'ai fait les analyses, je les communique. Et puis d'autres collectivités qui potentiellement pouvaient retenir de l'information ou ne voulaient pas déclencher d'analyse parce que ça allait peut-être être problématique. Donc ces positionnements, ça interroge sur finalement après la responsabilité des collectivités. Et donc ce qui est ressorti, c'est toujours les questions de droit, c'est toujours plus compliqué que ce à quoi on pourrait s'attendre. En tout cas, nous, ce qu'on en a ressorti, c'est que la collectivité ou le gestionnaire avait quand même tout intérêt à vérifier la compatibilité entre la qualité des sols et les usages avant de les mettre à disposition. C'est très délicat de mettre un site pour un usage dont la collectivité ne serait pas persuadée ou n'aurait pas fait la vérification. Mais
on n'a pas voulu faire porter cette responsabilité sur l'association peut-être qui allait s'installer, etc. Donc nous, ce qu'on a ressorti de ces études et à travers ce guide, c'est qu'on avait intérêt à se positionner bien en amont pour ne pas s'exposer. Sachant que sur certains sites, il y a des recours, il y a des jardiniers qui, quand ils apprennent plus tard qu'en fait il y avait des contaminations, ils peuvent attaquer la collectivité, ils peuvent attaquer l'association, ils peuvent attaquer parce qu'ils étaient persuadés que tout était compatible. Donc c'est vrai que c'est légitime. Et puis la perception du risque par les populations, elle peut être très différente. Hein. Donc comme je vous le disais, contrairement à l'air ou à l'eau, il y a un manque d'information. Donc quand on parle pollution, les gens sont tout de suite très surpris. Ils ne s'étaient pas posé la question. Donc on peut avoir des gens qui sont tout de suite très inquiets ou au contraire qui vont pas vouloir voir en fait que potentiellement il y a un risque sanitaire ou en tout cas une surexposition. Et c'est d'autant plus délicat qu'il y a un paradoxe parce que il y a une ingénierie et il y a des politiques aujourd'hui qui sont dans l'incitation finalement à développer tous ces usages. Et donc, alors que la qualité est encore méconnue, mais donc cette incitation, elle est d'autant plus délicate à percevoir quand il y a un problème, parce qu'on a incité les gens à faire ces usages. Donc, d'où l'intérêt que la collectivité prenne les devants. Et puis voilà, comme je vous le disais, il y avait des absences de valeurs réglementaires, donc ça mettait encore plus en difficulté finalement la perception du risque. Si on n'est pas capable de dire, là vous êtes au-dessus du seuil, ou vous êtes en dessous d'un seuil qui est préconisé par une agence régionale de santé, c'est quand même difficile d'être persuasif sur le risque, ou en tout cas évaluer le risque et donc expliciter les risques auprès des personnes. Donc voilà, comme c'est indiqué, il peut y avoir une difficulté à appréhender le risque sanitaire, ne serait-ce que parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, aussi sur ces calculs de risque. Donc il faut garder quand même à l'esprit que même lorsqu'il y a des valeurs de référence, même lorsque les chercheurs ont travaillé, qu'il y a des études de risque, c'est toujours entaché d'incertitudes et que ça peut être soumis à débat. Et c'est normal et c'est bien naturel, mais d'où l'intérêt aussi de faire des ateliers participatifs, d'expliciter, de partager toutes ces avancées. Et puis voilà, encore une fois, la divergence entre les messages perçus et la communication, par exemple, des promoteurs de l'agriculture urbaine et éventuellement des demandes réelles de la population et des usages constatés. Il y a effectivement une telle volonté parfois de vouloir passer sur ces usages qu'on pourrait entendre qu'il est possible de faire de l'agriculture urbaine sur un terrain pollué. C'est des messages qui sont compliqués en fait après à récupérer, ou en tout cas ça veut tout et rien dire finalement un terrain pollué. Donc il y a des choses à discuter, il y a des choses à éclaircir et on comprend qu'il y a une perception du risque par la population qui puisse être différente. Et puis on s'est rendu compte que des choses qui pouvaient paraître insignifiantes comme la sémantique entre l'agriculture urbaine et les jardins collectifs pouvaient avoir une très grosse importance. En fait, on s'est rendu compte que l'agriculture urbaine avait tendance à englober tous les usages de production alimentaire. Donc, c'est-à-dire qu'un jardin collectif, un jardin partagé, finalement, était assimilé à de l'agriculture urbaine. Sauf qu'on s'est rendu compte que finalement, c'était pas du tout la même chose et qu'en plus, un jardinier dans un jardin partagé, il ne se définissait pas du tout comme un agriculteur urbain. Il ne se voyait pas comme un agriculteur. Donc, c'était déjà une problématique pour lui, mais c'est surtout que ça a un impact sanitaire derrière quand on fait des études de risque. Un jardin collectif, il y aura une présence d'enfants beaucoup plus importante, donc avec une présence potentielle beaucoup plus forte que dans un espace d'agriculteur urbain où on va peut-être avoir juste qu'un professionnel sans enfants. En plus, on va avoir des consommations de végétaux produits, là par contre, qui seront plutôt faibles, donc là, ça limite plutôt le risque. Par contre, un agriculteur urbain, il est dans une activité professionnelle à but productif, ce qui est rarement le cas dans des jardins collectifs. Et puis un agriculteur urbain, il doit respecter des règles d'hygiène, avoir des équipements de protection, et il doit répondre à une réglementation de qualité des végétaux en lien avec la mise sur le marché. Donc en fait, on voit bien que la contamination des sols et l'impact sur les végétaux, elle est pas du tout la même selon qu'on se considère dans un jardin collectif ou une agriculture urbaine. Donc nous, on a à cœur quand même de redéfinir chaque cas pour définir quel est le risque sanitaire qui finalement y est éventuellement associé. Est-ce qu'à ce stade, vous avez peut-être des questions, des interrogations ? Non, je continue.
Donc là, je vous ai juste remis en fonction du degré de pollution, donc de plus ou moins, vous voyez la flèche, donc de moins vers plus, et avec la sensibilité des usages qu'on a considérés. Donc nous, on considère que si la pollution est très faible, à ce moment-là, on est plus en capacité de faire un potager avec consommation. Et puis plus la pollution va augmenter, moins ces usages-là vont être envisageables. Donc après, on peut passer sur des potagers pédagogiques, puisqu'on sera sur une consommation qui sera vraisemblablement anecdotique. Et puis si on ne peut plus faire du potager pédagogique, à ce moment-là, on peut faire du jardinage sans consommable. On peut faire finalement avec des fleurs. Ça reste tout à fait possible. Et puis si on veut en continuer, on peut passer sur du jardin récréatif. Cette fois-ci, on ne jardine plus. Et puis si maintenant on se rend compte que la pollution est trop importante pour du jardin récréatif, on peut faire du jardin finalement ornemental. Donc on aura moins cet aspect de contact avec le sol. Et puis s'il n'est pas possible non plus finalement de faire du jardin ornemental parce que la terre est encore accessible, finalement on peut faire de la sanctuarisation pour l'espace de biodiversité finalement. La biodiversité, elle sera très bien si elle n'est pas dérangée et si on la laisse finalement vivre sa vie. Et puis après, si c'est vraiment tellement impacté, on peut faire des espaces recouverts pour des usages de loisirs ou de convivialité. Et on se rend compte que dans nos jardins partagés, il y a cette volonté finalement d'être ensemble et d'avoir finalement du loisir et sans forcément basculer sur des usages très sensibles en termes de sanitaire. Donc ce qu'il en ressort, c'est que finalement, il est important d'avoir une compatibilité avec le maintien des jardins. Si ces jardins restent, il faut qu'ils soient compatibles. On a aussi le fait de graduer comme ça par rapport à des usages plus ou moins sensibles, ça permet aussi de ne pas escaver les terres. Parce que si on considère qu'on veut mettre du potager avec consommation partout, ça veut dire que ça va rarement passer. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va escaver les terres. Ces terres, elles vont partir en installation de stockage. Donc ça va mettre des camions sur la route. On va finalement, peut-être que sur ces terres-là, il y avait de la biodiversité. Donc on va finalement, ça coûte cher. Les installations de stockage de déchets, elles commencent à être à saturation. Donc finalement, graduer finalement ces usages, c'est aussi une manière de limiter les excavations de terre. Et puis de garder aussi une diversité d'usages et d'espaces. Finalement, avoir des différents usages, c'est aussi une richesse. Donc c'est pour ça que, là je ne vais pas tout lire, je vous rassure, c'est beaucoup trop petit et ça serait très ennuyeux. C'est juste pour vous dire que dans cette idée-là, aujourd'hui, on ne sait pas bien faire pour orienter en fonction de la qualité des sols vers tel usage ou tel usage, ce que je vous ai montré. Et donc il y a un groupe de travail qui va se mettre en place dans le cadre du nouveau plan régional santé-environnement Île-de-France, où justement l'idée c'est de sécuriser les usages de pleine terre en cas de pollution. C'est-à-dire on ne va pas dire aux gens c'est pollué, il faut partir, parce que c'est très mal vécu, et à juste titre. Donc l'idée c'est de dire votre terre elle a cette qualité-là, peut-être qu'il faut faire des parties de biodiversité, il faut peut-être escaver certaines parties si vous voulez continuer à faire du jardinage en pleine terre, peut-être plutôt jardiner en bas hors-sol. L'idée d'adapter pour que les gens puissent rester sur ces espaces et continuer à avoir l'ensemble finalement des avantages de ces espaces. Donc ça, c'est les chantiers à venir. Il y a 2 ouvrages qui sont... celui de gauche, il est déjà accessible pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin. Ça fait partie de l'ensemble des chercheurs et des services techniques qui ont travaillé sur ces sujets et qui ont édité un livre justement qui reprend un petit peu les idées dont je vous ai parlé ce soir. Donc c'est l'ouvrage de gauche et l'ouvrage de droite qui va sortir en janvier et qui là retrace, on va dire plus globalement, l'idée de la santé globale, ce qu'on appelle une seule santé. C'est-à-dire que améliorer la qualité des sols, c'est aussi améliorer l'environnement. Et on voit bien que la santé humaine, elle ne passe pas que par rapport à notre prisme de santé. Il faut améliorer la santé des sols, la santé des écosystèmes, et que ça générera du coup de la santé au niveau humain. Donc là, ça traite d'éléments beaucoup plus généraux, mais sur la qualité des sols et sur ses impacts. Donc aussi bien en biodiversité. Et pour finir, donc, ce qui fait débat, donc après c'est ce qui aujourd'hui, moi, me semble intéressant de mettre en débat,
c'est que l'idée que tous les usages ne se valent pas. Donc c'est ce que je vous disais pour la biodiversité. On s'est rendu compte que, vous voyez, cette herbe-là, peut-être qu'elle n'aurait pas poussé si on avait ramené de la bonne terre agricole. Donc c'est peut-être aussi repenser qu'il ne faut pas homogénéiser toutes les terres qu'on va rapporter, qu'il ne faut pas se mettre toujours dans des conditions optimales et que la biodiversité, ça passe aussi par ça. Et puis on s'est rendu compte aussi que tous les usages ne se valaient pas pour les aspects sociaux. On a des retours de chercheurs, de sociologues qui nous disent lorsqu'on a des agriculteurs urbains qui prennent de l'espace, il peut y avoir des éléments déceptifs pour les populations. Parce que finalement, ils se disent qu'ils vont avoir accès à des denrées saines et qu'ils vont avoir accès à ces espaces. Et finalement, c'est déceptif parce qu'ils peuvent ne pas avoir accès en fait, à ces espaces où les denrées qui sont produites peuvent être parfois trop chères. Donc, peut-être réfléchir aussi aux usages qu'on va mettre par rapport aux besoins de la population. Et donc, c'est pour ça que tous les usages ne se valent pas sur pas mal d'aspects. Et puis, tous les risques aussi ne se valent pas. Donc, on voit aussi apparaître des éléments où on pourrait mettre en balance les aspects sanitaires en disant, voilà, c'est assez contaminé. Potentiellement, ça pourrait effectivement avoir des impacts sanitaires, mais au regard du bien-être des gens d'être sur place, de l'activité physique, de l'aspect positif sur la santé mentale, est-ce qu'on ne peut pas rogner un petit peu sur le sanitaire finalement ? Voilà, c'est un débat. Moi, personnellement, je pense qu'avec ce que je vous ai montré, je pense qu'il y a moyen de mettre en place des usages qui répondent aux deux. Mais donc voilà, ça peut être discuté, il y a des gens qui travaillent là-dessus. Et puis, une question qui me semble intéressante, c'est vous pouvez faire de l'évaluation du risque sanitaire. C'est-à-dire, vous pouvez avoir potentiellement fait pousser des légumes, vous êtes au-dessus des seuils réglementaires, donc vous avez des légumes qui sont potentiellement plus impactés que ce que vous allez acheter dans le commerce. Est-ce que c'est très grave si vous en mangez peu, finalement ? Ça va peut-être pas avoir on va conclure sur le fait que vous n'aurez pas d'impact sanitaire. Mais la question est de se dire, est-ce que c'est pour autant une bonne idée d'avoir une surexposition, même si ça n'a pas forcément un impact sanitaire immédiat ? Et donc ça, c'est aussi une question. Et pour l'instant, par exemple, l'Agence régionale de santé, elle s'est plutôt positionnée, à travers le guide que je vous ai montré, sur le fait d'essayer d'éviter les surexpositions. Parce qu'on sait qu'il y a des études, notamment l'étude Esteban, qui montrent que la population française est plus impactée aux métaux à travers l'alimentation que la plupart des pays européens. Donc on peut se dire que même si ça ne générera pas de risque incroyable de manger une salade avec un petit peu plus de plomb et qu'on ne va pas en manger beaucoup, peut-être que l'idée aussi, on peut aussi s'interroger sur le fait d'être dans des conditions qui fait qu'on évite quand même de cumuler une surexposition. Et puis, pour finir, après on pourra échanger sur tous ces sujets, pour nous, toutes les pratiques ne se valent pas. Et par exemple, à partir du 1er janvier 2024, toutes les collectivités devront faire le tri des déchets à la source, proposer le déchet des tri à la source. Ça sous-entend qu'on propose souvent du compost. On met en place la possibilité aux gens de faire du compost, ce qui est plutôt une bonne chose. Donc on pourrait partir dans l'idée que on va résoudre le problème des déchets avec le compost. Sauf que, qu'est-ce qu'on fait de ce compost ? Et ce sujet-là, il n'est pas abordé, ou très peu. Et on s'est quand même posé la question de l'utilisation de ces composts en pied d'immeuble chez nous ou de composteurs de quartier, où souvent, finalement, on peut se retrouver avec des quantités très très importantes de compost, et on voit bien qu'en tout cas sur notre territoire, qu'on a des petits espaces. Donc on peut imaginer que ce compost, il va être produit en trop grande quantité. Et il existe aujourd'hui une norme sur les composts qui définit les seuils de qualité, mais qui définit aussi des flux. Et ça, les agriculteurs, ils savent très bien faire, mettre des flux. Sauf qu'en milieu urbain, on s'est rendu compte que les gens ne savaient pas en fait quelle quantité ils étaient en capacité de mettre et l'intérêt de mettre ces quantités-là. Donc on a fait des enquêtes et on a travaillé sur ce sujet aussi. Et on s'est rendu compte, par exemple, que la proportion entre les biodéchets et le broyat n'était pas toujours, voire rarement respectée, donc pour arriver à avoir un bon compost, parce qu'on n'avait pas de broyat à disposition, tout simplement. Donc on ne va pas aller acheter du broyat pour faire du compost. Donc ça paraît fou. On s'est rendu compte aussi que 49% des jardins disent recevoir des biodéchets extérieurs à l'association. Quelle est la qualité de ces biodéchets, en fait ?
On s'est rendu compte aussi que 75% des jardins déclarent utiliser tout le compost produit sur site. Donc là, on voit bien qu'on est en termes de flux bien trop important par rapport à ce qu'il faudrait et par rapport à ce qu'une norme préconise. Donc les gens ont des petits espaces et on met énormément de compost. Et la conséquence de ça, c'est que finalement, 5% des jardins déclarent utiliser le compost plus d'une fois par an. En fait, c'est-à-dire qu'ils ont du compost, ils ne savent pas quoi en faire, ils le mettent. Et puis, les gens ont un manque de repères dans le cadre de l'utilisation des composts. Ils ne savent pas forcément donc, pourquoi ils le font, pourquoi ils l'utilisent et en quelle quantité. On a des petites surfaces de jardin, comme je vous le disais. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Ces composts, ils ont beau ne pas être forcément très pollués, ces flux sont tellement importants qu'ils finissent par repolluer les terres qu'on a éventuellement apportées, qui étaient saines, qui étaient adaptées à l'usage. À terme, on a calculé que ça pouvait revenir au bout de 5, 10, 15, 20 ans. On pouvait commencer à redépasser les seuils de gestion qu'on avait mis en place. Donc il y a une réflexion aussi à faire sur les composts. Et puis souvent, les composts, ils ne sont pas matures. Donc attention à l'élimination des pathogènes. Peut-être qu'on n'a pas des composts qui sont bien adaptés. Et souvent, on a plutôt des pourrissoirs que des composts. Donc c'est pour ça qu'on se disait, attention aux pratiques, parce que finalement, le compostage, c'est une bonne idée, mais il faut avoir les débouchés agricoles, et que ça pouvait ne pas toujours être une bonne idée. Puis comme je le disais au début, les substrats de culture et les technosols, on va y arriver, parce que de toute façon, avec le zéro artificialisation nette, on n'aura plus de terres agricoles à décaper, en théorie, et je le souhaite. Donc il faudra qu'on ait des alternatives pour rapporter des terres, qui seront certainement amendées avec vraisemblablement peut-être des composts, et qu'on amènera de la terre en milieu urbain pour végétaliser. Mais il faut se poser quand même aussi la question de la qualité des terres qu'on va ramener, en fait. Et donc ça amène toute la traçabilité qu'il faut mettre en place. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle de se dire qu'on va limiter le décapage des terres agricoles et qu'on va vers quelque chose qui est finalement de l'économie circulaire et qui est plutôt très vertueux, mais il faut réussir à l'encadrer pour ne pas retomber dans une méconnaissance à terme des sols qu'on aura mis en place. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de l'ensemble des éléments que je voulais partager avec vous. Voilà, je pense que je voulais pas être anxiogène. Je pense qu'il y a moyen d'être finalement assez optimiste par rapport à certains points, mais d'avoir la conscience qu'on est sur des sols particuliers, en urbain, périurbain, qu'il peut y avoir des impacts et qu'il faut vraiment repenser nos usages, bien les penser. Mais au final, tous les usages ont leur place et ils vont trouver leur place et leur public. Et qu'il faut, en y réfléchissant, on peut sécuriser tout ça et bien y penser. Je pense qu'on est sur le bon chemin quand on se le dit. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. J'espère que vous n'avez pas posé toutes vos questions. Ah, voilà. Marie. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, j'avais une petite question concernant en fait les indicateurs pour déterminer en fait un sol pollué. Vous en avez vaguement parlé. J'ai pu comprendre que c'était toujours en évolution par rapport à toutes les substances qu'on peut trouver, mais vous n'avez pas du tout parlé de phytosanitaire, par exemple. Donc, effectivement, lorsqu'on fait venir en fait des terres agricoles, on pourrait penser que forcément, ils sont exempts de métaux, d'hydrocarbures ou des choses comme ça, mais les produits phytosanitaires, forcément, il y en a beaucoup plus. Ouais. Donc, voilà, je voulais savoir en fait par rapport à voilà, comment vous déterminez en fait que le sol est pollué ou non. C'est une bonne question. Effectivement, nous, ce qu'on regarde aujourd'hui, c'est les métaux et les hydrocarbures, voire les PCB. Donc, mais on le voit derrière ça, comme pour l'eau, aujourd'hui on pensait qu'on était plutôt bien cadré sur les eaux. Finalement on se rend compte qu'il y a des produits de dégradation, il y a des métabolites, il y a des choses que finalement on ne regarde pas. Donc finalement ce qu'on commence à avoir comme problématique sur l'eau alors qu'on pensait qu'on était plutôt bien cadré, finalement on l'a sur les sols aussi. On en est qu'au début. On sait qu'on a des sujets de santé potentiellement par rapport au plomb, le mercure, le cadmium. Voilà, on sait qu'on a ces sujets-là. Les hydrocarbures, nous, on n'en a pas trop, puisque c'est des terres agricoles. On n'est pas censé avoir des hydrocarbures sur des terres agricoles, donc on n'en trouve pas trop. Mais il y a des terres qui peuvent revenir avec des hydrocarbures, donc il faut regarder ça. Avec éventuellement d'autres
d'autres effectivement composés. Et donc c'est vrai que c'est vraiment l'historique aussi qui peut nous amener à dire, là on est sur un historique qui va nous générer potentiellement telle gamme de polluants, allons les chercher. Aujourd'hui, comme nous on est plutôt sur des terres agricoles, on va chercher ce qu'on pense avoir dedans. Et là arrive justement la question des phytosanitaires, des produits phytosanitaires. Et quand on les a analysés sur nos terres d'apport, on n'a pas trouvé. Mais après, il y en a beaucoup des produits phytosanitaires. Est-ce qu'on cherche les bons? Est-ce qu'on cherche les bons métabolites? On sait que là, on est dans quelque chose qui est à venir, en fait. Mais effectivement, ça ne concerne pas que les sols. Ça concerne l'eau aussi. Et il faut qu'on avance là-dessus. Et avec peut-être aussi d'autres choses, avec effectivement des indicateurs peut-être biologiques, pour se dire qu'on n'est pas capable d'appréhender l'ensemble des molécules qui pourraient être présentes et qui pourraient être problématiques. Et donc, regarder si on ne peut pas avoir des indicateurs biologiques qui nous disent « je ne sais pas ce que c'est », mais il y a quelque chose qui porte atteinte à l'environnement ou qui est problématique. Donc c'est des sujets de recherche à venir, mais clairement, on ne regarde pas tout. Mais on fait déjà un tri sur ce qu'on recherche. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la part des pollutions atmosphériques? Parce que même si on établissait un petit potager en ville avec une terre bien choisie, bien propre, l'atmosphère dépose. Et puis, donc, la question de l'historique, qu'est-ce que ça a déposé avec les transports urbains, le chauffage urbain, une grande période de charbon au 19e siècle, au 20e siècle. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des repères? Est-ce que c'est quelque chose qui a été travaillé ou on ne sait pas trop? Et qu'est-ce que ça produit maintenant, quoi? On a quelques données. On a fait une étude qui s'est appelée sur les potagers expérimentaux, où on avait fait des sites qui étaient effectivement, où on faisait pousser des légumes proches des infrastructures routières, du périphérique, vraiment très à même d'être impactés, avec d'autres sites qui étaient plus protégés, sur lesquels on n'avait pas. Et en fait, nos sols sont déjà suffisamment impactés pour que finalement, on ne voit pas l'impact finalement de cette localisation. Par contre, des études montrent quand même que lorsqu'on a des potagers qui étaient à proximité des voies très circulées, autoroutes, etc., on sait, le CEREMA a montré que jusqu'à 30 mètres, il y avait un impact quand même de ces retombées. Donc on sait que l'historique de ces voies de circulation et de ces retombées atmosphériques, donc localisées, ça existe. Et on sait aussi qu'on a aussi, comme je parlais des dioxines, au niveau du Rhône, vous avez les PFAS, des pollutions diffuses. Donc on sait que ça a un impact. Après, on ne mesure pas forcément l'étendue de ça, mais on sait que ça a un impact. Mais nous, par rapport par exemple aux métaux et aux hydrocarbures, ce qu'on avait dans les sols sur notre expérimentation de 3 ans, on n'a pas vu d'apport sur 3 ans significatif par rapport à ce qu'on avait déjà dans les sols finalement. Je voulais juste demander si vous aviez réfléchi sur, une réflexion en cours sur comment dépolluer des sols avec des plantes, comme on le fait pour le traitement des eaux usées. Oui. Non, c'est une question qui effectivement est très travaillée par certains organismes et on s'est effectivement posé la question parce que c'est assez séduisant de fait de se dire que faire par exemple de la phytoextraction, etc. Nous, pour l'instant, on a fait une croix dessus pour plein de raisons différentes. C'est que souvent on a des contaminations, on a des multicontaminations. Souvent les plantes, elles vont aller chercher quand même, elles vont quand même finalement se spécialiser un petit peu. Donc le fait que ce soit multicontaminé, pour nous, c'est pas très approprié, ne serait-ce que ça. Et puis finalement, pour arriver au seuil qu'on voudrait atteindre, faudrait vraiment que les plantes soient très extractives. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. En tout cas, ça veut dire générer beaucoup de biomasse. Qu'est-ce qu'on fait de cette biomasse? Comment on l'analyse? Quel suivi? C'est sur des très très longues périodes. Donc finalement, on a une limite, on va dire, technique de tout ça. Et en plus, on n'est pas sûr d'arriver au seuil qu'on souhaiterait atteindre, parce que les plantes, elles vont finalement prendre les parties les plus facilement mobilisables, entre guillemets. Donc il va rester quand même des teneurs dans les sols qui peuvent être trop importantes. Et puis c'est surtout qu'on a la difficulté, alors ça c'est peut-être, je sais pas, c'est inhérent à la ville de Paris, mais le jardin, quand il est commandé, il faut qu'il soit près demain, quasiment. Donc en fait, ne serait-ce que parce qu'on a cette contrainte, on ne va pas vers ce genre de solution, parce qu'on n'est pas finalement en capacité de faire un suivi et de laisser finalement une friche
finalement pendant suffisamment longtemps, le temps que ça dépollue, d'en faire un suivi. Par contre, clairement, il apparaît que dans certains sites, des sites miniers, pour justement permettre en sorte que ça ne parte pas dans les nappes, faire de la phytostabilisation ou de la phytoextraction. Enfin, je pense qu'il y a ces techniques-là, elles ont certainement un grand intérêt, mais sur des sites spécifiques, mais sur des petites surfaces comme nous, avec un usage qui se veut être en place le lendemain, et avec des multicontaminations et avec les incertitudes dont j'ai parlé, aujourd'hui, on n'y va pas. Mais sans doute que sur certains sites, ça sera très très pertinent. Oui, s'il vous plaît. Merci d'abord pour cette présentation qui était très claire, très intéressante. C'est un petit peu la suite de ce que vous avez dit tout à l'heure. Moi, je me posais la question de planter des vignes au bord de l'autoroute. Enfin bon, nous, on a beaucoup ça, mais elles existent depuis très longtemps. Elles étaient là avant l'autoroute. Mais maintenant que l'autoroute est là, l'idée de planter des vignes à côté, est-ce qu'il y a une législation pour une collectivité de ne pas... utiliser un terrain près de l'autoroute ou pour du jardin partagé, pour la culture. Est-ce qu'il y a une législation ou est-ce que c'est au bon sens ou qu'on n'a pas toujours d'ailleurs? Non, il va pas y avoir de législation pour mettre un jardin partagé. C'est là où on peut voir si est-ce que la collectivité elle regarde en amont pour être sûr que ça va bien fonctionner ou pas, ou alors après ce moment-là, ça peut être un agriculteur, ou enfin donc là qui va, et là il a quand même une nécessité de résultat sur sa production. Oui, mais parce qu'il me semble qu'il y en avait une pour par exemple, les endroits où on fait du sport ou des choses extérieures, des terrains, etc. Il me semblait qu'il y avait ça, notamment à Paris, autour du périphérique. Il n'y avait pas une surface à ne pas utiliser pour faire des complexes sportifs. Et je me disais, il y en a peut-être, c'est un peu dans le même sens, pour des jardins partagés, enfin une culture alimentaire. Je crois pas, d'autant que a priori il y a vraiment plein de complexes sportifs qui sont vraiment très très proches du périphérique. Donc je crois pas a priori que ce soit pour ce genre d'usage ou pour des usages sensibles comme ça, il y ait une réglementation qui empêche de végétaliser ou d'avoir des espaces récréatifs proches d'une voie très circulée. Donc après, c'est juste, est-ce qu'on on met aussi ces aménagements là où on peut, et c'est vrai aujourd'hui. Nous, ce qui nous reste, c'est des espaces ferroviaires, des espaces qui sont peut-être proches du périphérique. C'est pour ça que c'est là où il faut vraiment bien regarder. Bonsoir. Deux questions, s'il vous plaît. La première, est-ce que l'on a des analyses scientifiques assez poussées pour aller dire que sur un sol pollué, par exemple, on peut manger la carotte mais pas la pomme de terre, ou la salade et pas la tomate? Est-ce que cela a été fait jusque-là? Oui, ça a été. Alors en fait, c'est pour ça que nous, ça me permet de rebondir. C'est pour ça que nous, on a mis des seuils de gestion génériques, parce qu'effectivement, on s'est rendu compte que il y avait effectivement des possibilités de transfert qui pouvaient être différentes selon les légumes, et à l'intérieur aussi même des variétés de légumes. Donc en fait, ces incertitudes-là, elles sont finalement telles que les personnes qui essayent de dire bon bah voilà, on sait que ça transfère plus dans les salades que dans les tomates, donc faites plutôt des tomates. En fait, nous, on l'a pas fait parce qu'on s'est rendu compte même sur d'autres collectivités qui avaient essayé de faire ça pour maintenir l'usage. On sait bien, la semaine d'après, il y a des salades. Hein. Donc en fait, ça c'est compliqué, ne serait-ce qu'en termes de gestion. Et puis on voit bien que si en plus il y a une variabilité à l'intérieur des espèces, ça devient très compliqué, mais effectivement, on a observé qu'il y a une vraie différence de transfert dans les végétaux, selon les végétaux, de la même manière que ça transfère assez peu dans les fruits. Donc on sait quels sont les légumes qui sont les plus critiques et qui peuvent être des bons indicateurs, en fait. Très bien, merci. Et autre question, donc je travaille moi sur un site très industrialisé à proximité d'infrastructures routières importantes sur lequel on a installé un dispositif de biomonitoring installé sur des ruches. On collecte le pollen et on va en faire l'analyse scientifique pour mesurer la qualité, les polluants, etc. présents autour. Et étrangement, on trouve très peu de seuils dépassés. Donc je voulais savoir si le pollen captait moins ou différemment que les sols les polluants présents sur un site. Alors ça, je ne saurais pas vous dire. Là, si le transfert, je pense que quand même les barrières physiologiques par rapport au pollen doivent vraiment finir par limiter la pollution dans les pollens, vraisemblablement par rapport à d'autres
à d'autres végétaux, racinaires. Donc il y a peut-être cet effet-là, mais alors sur les pollens, j'ai pas de données. Mais merci pour votre présentation. Moi, j'avais une petite question. C'était de savoir est-ce qu'il y a des collectivités qui étaient en avance par rapport à d'autres. Parce que là, on a un exemple assez parisien. Est-ce qu'il y a des villes comme, je sais pas, Strasbourg, Grenoble, qui sont en avance? Il y a des collectivités qui... En fait, j'ai l'impression que les collectivités qui finalement sont le plus loin, c'est ceux qui ont lancé le plus de programmes finalement de végétalisation ou de jardins partagés qui finalement... Lorsqu'il y a des gros programmes qui sont partis, il y a un moment où ils se sont posé la question de toute cette compatibilité. Donc ces collectivités-là, elles ont été un petit peu plus loin puisqu'elles avaient vraiment un besoin de répondre et de cadrer tout ça. Donc je sais que voilà, Lille, Nantes, il y a des collectivités. Je ne serais pas exhaustif, mais je sais qu'il y a d'autres collectivités qui travaillent là-dessus. Moi j'avais une question, vous avez parlé des agriculteurs urbains. Pour moi ça paraît un peu abstrait, genre dans Paris ça représente combien de personnes et combien de mètres carrés entre guillemets? Alors, c'est une colle, parce que je ne saurais pas vous dire, mais par contre, effectivement, ça représente pas forcément beaucoup de personnes. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'en plus, en termes d'économie, c'est compliqué, c'est difficilement viable on va dire en monosujet, c'est-à-dire que du coup, ils sont obligés de développer d'autres activités, hein, que ce soit pédagogiques, de restauration peut-être, ou alors des filières très particulières. Donc économiquement, c'est compliqué, c'est pour ça que le programme des pariculteurs sort aussi de Paris pour essayer de promouvoir ça, pour avoir des espaces plus importants aussi, parce que le foncier, on l'a pas en fait. Donc les agriculteurs, on les a souvent du coup sur les toits, donc on n'est plus dans du sol, en fait on est dans des substrats de culture. Donc intramuros, c'est effectivement, on n'en a pas beaucoup, et ne serait-ce que parce que le sol en place, il n'est pas compatible. Donc effectivement, on en a sur Paris, mais pas forcément pour du consommable, plutôt sur les toits, et l'idée c'est aussi de promouvoir en dehors de Paris ces initiatives-là. Bonsoir, juste une question à titre un peu plus personnel, on va dire. Donc si on a un jardin chez soi, un petit jardin, qu'on fait un potager régulièrement, vous avez parlé en début de conférence également des œufs de poule. Comment on fait? Est-ce qu'il y a des solutions simples pour savoir si notre terre est bonne et pas polluée? Ou est-ce qu'il faut faire venir des experts? Non, pas tout de suite, en tout cas. L'idée justement de la méthodologie, c'est d'éventuellement de regarder si finalement, qu'est-ce qu'il y avait historiquement sur votre site. Et pour ça, il existe par exemple une base de données qui s'appelait Basias, mais qui maintenant s'appelle Casias, et qui finalement, alors elle ne sera pas exhaustive, mais finalement ça permet quand même de savoir si à l'endroit de ce périmètre, il y avait une ancienne activité potentiellement polluante. Si déjà vous en trouvez une, effectivement ça mérite peut-être de se poser la question. Si vous n'identifiez pas comme dans le processus là, du guide ARS Île-de-France, si vous n'avez pas de suspicion, vous pouvez faire une analyse de métaux, éventuellement d'hydrocarbures, via un laboratoire, de manière très simple, pour vraiment une centaine d'euros, et d'avoir déjà une idée de ça. Si vous avez ce doute, vous pouvez faire ça, et c'est finalement assez simple, sans forcément passer par un bureau d'études cité sol pollué, parce que là, ça voudrait dire que vous auriez une suspicion, un historique un peu lourd, et là, c'est vrai que c'est mieux de se faire accompagner. Donc il y a possibilité de regarder. Et ça me permet juste de rebondir sur le fait que les seuils de gestion qui sont mis dans le guide ARS d'Île-de-France, ils ne sont valables que pour l'Île-de-France, parce que justement, ils ont été regardés par rapport au sol d'Île-de-France et au référentiel d'Île-de-France. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas les projeter sur l'ensemble du territoire, mais il y a moyen, ça donne quand même des repères, néanmoins, d'ordre de grandeur. Donc en fonction des résultats que vous aurez, parce qu'un laboratoire va vous rendre les résultats bruts. Et donc après, il y a toute l'interprétation qui est délicate, et c'est ça sur lequel on aimerait avancer, que les gens puissent avoir des repères et une interprétation, et qu'ils puissent avoir une réponse de savoir si ça va ou si ça ne va pas. Après, peut-être, nous, on l'avait fait à Mours-Saint-Eusèbe avec les jardiniers, les études de sol. Donc, s'il y a des gens qui veulent faire, analyser leur sol, chez Tessier, je ne sais pas trop si j'ai le droit de faire de la pub. En tout cas, c'est le laboratoire qui fait ça. Après, ils vous donnent quand même
une forme de moyenne, mais cette moyenne-là, elle est basée sur les terrains agricoles qu'ils ont analysés. Donc c'est pas forcément la même chose que les jardins de particuliers, mais ça peut déjà donner une petite idée par rapport à où vous en êtes. Et puis ensuite, nous, on peut vous aider aussi dans l'interprétation si besoin. Voilà. Oui, je ne sais pas si c'est à moi, mais c'était par rapport à ce que vous avez... On se posait la question des jardins sur les toits, justement. Oui. Vous avez commencé à en parler. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça fait partie aussi des propositions qui peuvent se faire au niveau collectif, ou si c'est réservé au privé? Enfin, les idées sont réservées... c'est pas qu'elles sont réservées, mais pour l'instant, elles se réservent au privé. Ou est-ce que les collectivités ont aussi cette possibilité-là, si c'est pas trop complexe Et puisqu'on en pense aussi de la qualité. Merci. Effectivement, ce qui est bien, c'est que c'est ouvert finalement à tout porteur de projet. Mais effectivement, ce qu'il faut, c'est avoir... Ce qui est compliqué, c'est qu'il faut avoir les bâtiments bien adaptés en termes de portance, de sécurisation, d'arrivée d'eau. Donc c'est vrai que c'est ça souvent un peu le facteur limitant. Mais finalement, c'est une solution parce que finalement, ça permet quand même de capter l'eau. Finalement, d'avoir une surface de capter l'eau plutôt que de perdre cette eau, donc c'est quand même une bonne solution. Ça permet quand même d'avoir un usage qui finalement est plutôt sympathique, enfin, etc. Mais la question se pose souvent à cause de la portance, on n'est pas sur des vrais sols, on est sur des substrats de culture. Et donc c'est pareil, en fait, il faut s'interroger sur la qualité de ces substrats et la qualité des végétaux qu'on va produire. Donc ça dépend de ce qu'on va mettre finalement dans ces substrats et où on va les chercher. Mais ça ça fait partie de l'offre finalement de végétalisation et de paysage et qui remplit quand même qui a quand même beaucoup d'intérêt par rapport au refroidissement de la ville, l'infiltration d'eau, le côté social de jardiner au-dessus de son toit. Après, nous, on est relativement limité parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de toits plats avec la bonne portance et les bonnes conditions de sécurité et d'accès. Et il y a des toits qui sont effectivement qui sont aménagés et sur lesquels il y a de l'agriculture urbaine et il y a ce genre de développement. Ça existe. Pardon ? Oui, tout à fait. Oui, c'est pour ça que finalement le fait d'être en hauteur, c'est plutôt mieux que d'être finalement au ras du sol par rapport à de la circulation. Donc ça peut aussi avoir son intérêt d'être sur des hauteurs. J'avais une deuxième question. Du coup, vous parliez du côté anxiogène pour les jardiniers amateurs, par exemple, d'avoir des contaminants dans les plantes, dans leurs fruits, dans leurs légumes. Et est-ce qu'il y a des associations qui sont proactives pour demander des analyses, ou c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'il y en a qui font plutôt l'autruche pour pas voir ce qui se passe dans leur sol et finalement pas le savoir Il y a un petit peu les deux, mais c'est vrai que la plupart du temps, les gens se posent, c'est ce qu'on mettait, c'est que les gens se posent pas la question. On part du principe que on peut jardiner partout et que la qualité, dans la mesure où on le fait soi-même, on imagine que sa production, elle est plus saine même que ce qu'on va obtenir quelque part dans le commerce. Moins d'intrants, zéro phyto. Donc la plupart des gens partent du principe que c'est plutôt mieux. Et quand on amène ce sujet, effectivement, là, il y a une différence de perception. Et donc, il y a des gens, effectivement, qui vont tout d'un coup s'inquiéter et qui vont vouloir avoir des analyses et garantir l'usage parce qu'ils étaient là pour produire quelque chose de sain. Donc, ils vont s'inquiéter. Puis, il y a d'autres personnes qui vont, effectivement, qui vont pas vouloir l'entendre ou qui, en fait, ont peur qu'on leur dise que ça va pas et qu'on les fasse partir du site. C'est ça aussi la problématique. Donc, il faut justement faire en sorte que c'est pas parce qu'il faudra réaménager peut-être ou qu'il faudra peut-être un peu modifier les usages que les gens doivent partir, mais donc rassurer justement l'ensemble des personnes pour des bonnes ou des mauvaises raisons et faire en sorte qu'on ait un état objectif finalement de cette pollution de sol et de cette qualité de végétaux. Mais la difficulté, c'est qu'on pourrait faire des analyses de végétaux et que ces végétaux soient finalement bons, enfin en dessous des seuils réglementaires. Pour autant, si vous faites venir des enfants et que le sol est contaminé, cet usage ne passe pas non plus. Donc c'est pour ça que généralement, même si on n'a pas de transfert très important dans les végétaux, on a quand même le problème de l'ingestion de sol s'il y a des enfants qui viennent. Donc finalement, le mélange des deux voies d'exposition font que souvent ça se complique un petit peu. Alors vous nous avez expliqué qu'on trouvait toutes sortes de sols plus ou moins pollués,
que vous-même, vous avez besoin, quoi, la ville de Paris, les collectivités, quoi, ou toute personne qui voudrait renouveler un sol va aller en acheter. Donc il y a un gros trafic de sol, ça se vend, ça se déplace, voilà. Il y a plein de sols qui ont reçu des boues d'épuration. Tout à l'heure on parlait des gadous pour le 19e ou le début du 20e siècle, mais les boues d'épuration, c'est une grosse pratique. Donc il y a aussi des sols qui peuvent être contaminés avec ces choses-là. Donc est-ce que vous en rencontrez? Et puis il y a aussi une pratique qui existe, c'est de prendre dans les filières déchets, c'est de prendre les poubelles et puis de séparer le papier, le plastique, les métaux, les choses comme ça. Et puis après d'essayer de faire un compost avec. Il y a des entreprises qui font ça dans la Drôme, là, mais qui n'arrivaient même pas à vendre leur compost aux agriculteurs. Donc ils le donnaient. Ils le donnaient, mais c'était des composts qui étaient certainement relativement pollués, puisqu'il y avait tout ce qu'il y avait dans la poubelle ménagère, et en plus sans doute très pollués avec des microplastiques. Oui, parce que c'est un sujet émergent. Donc est-ce que ça, c'est des choses qui se travaillent, ou vous avez une réflexion là-dessus? Oui, clairement. C'est un petit peu ce qu'on disait, c'est qu'il y a une norme pour les composts, mais c'est une norme de commercialisation. Et on s'aperçoit que finalement, cette norme, elle est finalement peut-être un peu élevée pour les composts, pour les polluants. Les seuils qui sont dans les composts sont assez élevés. On voit des initiatives de démarches, de labels volontaires pour justement avoir des composts de meilleure qualité, et c'est ça qui va aussi rassurer finalement les agriculteurs pour pouvoir accueillir ces composts et qu'il n'y ait pas de suspicion. Donc effectivement, je pense que c'est un vrai sujet de quelle est la qualité des composts qu'on va pouvoir proposer aux agriculteurs et de la maîtrise qu'on va en avoir. Et donc nous, on a ce sujet-là de la qualité. Donc c'est pour ça qu'on a regardé quelle était la qualité de nos composts, mais ils n'étaient pas mauvais en fait. Mais c'est les flux. Nous, c'est la quantité qui nous posait problème. Mais dans d'autres cas, effectivement, selon l'origine de ce qui est mis, il va y avoir des composts qui seront de toute façon pas acceptables. Et ils ont des quantités telles qu'effectivement, sur un sol agricole, c'est pas acceptable. Il y a aussi des pratiques d'exhaussement de sol agricole avec des terres qui viennent d'on ne sait où. C'est pour ça que le ministère a mis en place cette traçabilité, demande cette traçabilité à tous les maîtres d'ouvrage qui font partir des terres excavées. Une terre excavée qui part d'un site, c'est un déchet. Donc aujourd'hui, les collectivités doivent être en capacité de dire « ma terre, elle est partie là, et je sais et j'ai la traçabilité de ce que j'ai fait ». Et aujourd'hui, on sait que on n'est pas très sûr que toutes les terres soient bien tracées et qu'elles partent bien en installation de stockage de déchets au bon endroit. C'est vraiment le chantier actuel, et on voit que ça a un impact immédiat potentiellement sur les futurs aménagements en urbain, périurbain. Parce qu'on va reboucler potentiellement avec des mauvaises terres. Et c'est un business. Bonsoir. Alors, tout à l'heure, il y a un monsieur qui a parlé des plantes qui sont capteuses de métaux lourds, mais ça prend du temps. Et puis, qu'est-ce que vous pensez des copeaux de bois de charbon, de bois, le biochar? C'est ça. Le biochar, voilà. Et aussi des billes d'argile brute cuites à 800 degrés, par exemple, et qu'ensuite, ça va capter les gaz, les minéraux, puis après, on les recuit à 1000 degrés. Il y a les minéraux, les métaux lourds qui s'évaporent, et on concentre tout ça, et ça fait un petit amas de métaux lourds qui peut être réutilisé après. D'accord. Alors je connais pas, effectivement, j'ai pas forcément lu tous ces articles. J'y crois pas trop sur le fait que ça finisse par volatiliser les métaux lourds qui partent pas, qui restent toujours dans le sol. Donc je vois pas très bien la technique. En tout cas, sur le biochar, c'est vrai que l'idée de ce que j'ai entendu d'agronomes, notamment du BRGM, c'était comme l'idée que ce qu'on veut, c'est mettre de la matière organique, si on veut que le sol se structure, etc., de la matière organique, entre guillemets, fraîche. Donc l'intérêt pour eux, l'intérêt de mettre des biochars, donc ils ne voyaient pas très bien l'intérêt de mettre finalement de la matière carbonisée. Donc je ne suis pas sûr de l'intérêt de mettre ces pratiques, ni leur intérêt par rapport à la stabilisation de pollution, où j'ai pas d'éléments là-dessus.
Alors, je ne saurais pas vous dire. L'impact des billes d'argile sur... on a une piste de recherche. En tout cas, je peux pas vous dire l'impact de tout ça. On finira là-dessus, c'est l'avenir. Ça, c'est déjà bien qu'il y ait un avenir. Écoutez, merci beaucoup en tout cas pour tout ça. On vous remercie pour cette magnifique conférence. Merci à vous tous pour les questions. Et puis, on vous retrouve d'abord bonnes vacances à tous, joyeux Noël. Et on vous retrouve l'année prochaine, 2024 déjà, avec grand plaisir. Et je ne sais plus quelle date est prévue. Nous n'avons pas encore la thématique. Eh bien, ça recommence à partir de janvier normalement. Les petites dates là, on n'a pas encore, c'est pas encore exactement défini pour le premier sujet, mais en tout cas, on a donc 24 janvier, 28 février et 20 mars. Donc, si vous voulez noter les dates, mais en tout cas, ou suivre en tout cas les informations sur le site de la Fondation et de la médiathèque. Merci à tous et bonne soirée.